indéchiffrable. Mais à présent, les Britanniques savaient comment la machine fonctionnait. Ils ont remarqué que l'on pouvait essayer rapidement plusieurs clés sur une petite partie du message. Cette clé permettait ensuite de déchiffrer sans effort le reste du message. Au nord de Londres, dans une installation secrète à Bletchley Park, les agents britanniques de décodage construisirent une machine ressemblant à un ordinateur réservé à cette tâche spécifique, une machine appelée Colossus. La machine Colossus utilisait près de 2000 tubes à vide et pouvait intégrer 25 000 caractères par seconde. Colossus ne pouvait accomplir qu'un travail, mais il pouvait reproduire des résultats très rapidement. Ces déchiffrages des codes allemands étaient appelés les ultra-secrets. Ils étaient les secrets les mieux gardés de la guerre. Alors que les Britanniques pouvaient à présent lire les messages allemands, la question était de trouver des secrets sans donner des indices aux Allemands que leur code avait été compromis. Les officiers alliés de plus haut rang étaient au courant des ultra-secrets, mais devaient être prudents dans leur réaction pour ne pas révéler leurs atouts. Les ultra-secrets n'étaient jamais donnés à ceux qui pourraient être capturés par l'ennemi. Les commandants se trouvant sur le terrain se sont souvent engagés dans des batailles sans être au courant des intentions ennemies, alors que leurs supérieurs en avaient conscience. Le secret de l'existence de Colossus l'a aussi empêché de pouvoir être reconnu dans l'histoire de l'ordinateur. Alors que Colossus déchiffrait les codes allemands, de l'autre côté de l'Atlantique, on était occupé à la création d'une autre machine, d'un ordinateur. C'était la machine qui influencerait tous les futurs projets d'ordinateurs, et elle était en construction à Philadelphie. En réponse à l'attaque de Pearl Harbor, l'industrie américaine est rapidement devenue une puissance de production de matériel militaire. Mais en 1943, il y avait un manque d'un composant essentiel des machines, des tables faites pour l'artillerie. Ces tables permettaient aux armes de viser correctement en tenant compte de l'altitude, de la distance, de la température et de la force des vents. Pour créer ces tables, il fallait faire un nombre immense de calculs qui, à l'époque, étaient faits par des personnes. Et en anglais, on appelait ces gens des ordinateurs. C'était leur titre, et ils se servaient de machines à addition, des machines mécaniques, et ils suivaient les étapes des calculs et produisaient des tables. Un des centres de fabrication de ces tables était situé au centre Moore de l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie. Pendant la guerre, on s'est aperçu que l'on ne pouvait pas produire ces tables assez rapidement. Cela a causé une crise. Sans ces tables, on ne pouvait pas envoyer de nouvelles armes aux soldats qui se trouvaient outre-mer. Pour essayer de faire une percée dans cette situation, un scientifique du centre Moore fit une proposition remarquable. Il expliqua qu'il pouvait construire un ordinateur électronique géant qui pourrait créer une trajectoire en 100 secondes. L'armée, en désespoir d'essayer de gagner la guerre, accepta à contre-cœur le coût d'1 demi-million de dollars de la proposition faite. Mockley et un étudiant remarquable en génie électrique du nom de Presper Ecker ont construit ENIAC, un ordinateur et intégrateur électronique numérique. Motivés de savoir que des amis et des membres de leur famille mouraient au front alors qu'ils travaillaient à Philadelphie, les deux jeunes ingénieurs se sont acharnés au travail. Mais étaient-ils capables de créer une telle machine? Tout devait être inventé dès le début du projet. Et ensuite, ils devaient le construire et le tester. Puis ils devaient tout coordonner pour faire fonctionner l'ensemble correctement. Et il fallait encore ensuite apprendre à le programmer. On n'avait jamais construit auparavant quelque chose de similaire à ENIAC. Il était d'une longueur de près de 30 mètres et pesait 30 tonnes. Il contenait près de 70 000 résistances, 10 000 appareils de capacité, 6 000 commutateurs et 18 000 tubes à vide délicats. Les tubes à vide brûlaient comme des ampoules électriques. Dans une machine contenant 18 000 tubes à vide, il fallait toujours en remplacer au moins un qui était usé et empêcher le fonctionnement. Prosper Ecker a trouvé le moyen de faire fonctionner ENIAC. Il a fabriqué des tubes à vide à grande tolérance. Il les a ensuite testés et les a fait fonctionner avec un courant moins élevé. Si on prenait ces mesures, on pouvait faire marcher la machine pendant 10 minutes ou même jusqu'à une demi-heure à la fois.
Puisque la machine faisait des calculs si rapidement, on pouvait obtenir de nombreux résultats en une demi-heure. Et c'est ce qui s'est passé. Après 2 ans de travail, ENIAC était fini, quelques mois après la défaite des Japonais. Le projet n'avait pas été terminé à temps pour contribuer à gagner la guerre, mais ENIAC était une machine extraordinaire de grande taille. Chaque seconde, elle pouvait accomplir jusqu'à 5000 additions, 357 multiplications et 38 divisions. ENIAC était la machine la plus complexe de son époque, mais il lui manquait tout de même de nombreuses qualités des ordinateurs modernes. Sa mémoire était très primitive et il fallait la brancher de nouveau au circuit électrique à chaque fois qu'on la programmait. Et elle ne pouvait pas prendre des décisions logiques à base de ses calculs. Mais nécessitant un coût élevé et beaucoup de temps, ENIAC a tout de même fait preuve que les ordinateurs pourraient être construits. Mais à part pour des calculs scientifiques archaïques, en avait-on besoin? La question se posait toujours, à savoir si l'on pouvait vraiment construire un ordinateur à usage pratique. Juste avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un des conseillers en charge du projet ENIAC, John von Neumann, écrivit un article sur l'étape suivante du développement de l'ordinateur. Von Neumann possédait une mémoire photographique et était doté d'une intelligence exceptionnelle. Et il était un des savants engagés dans le projet Manhattan, dédié à la construction de la bombe atomique. Il s'occupait aussi du projet ENIAC. L'article écrit par von Neumann a donné les contours de la structure de l'ordinateur moderne. L'article se reposait en grande partie sur les recherches faites pour ENIAC, mais avec l'apport de l'esprit ingénieux de von Neumann. L'ordinateur de von Neumann devait avoir une unité de traitement, de contrôle et une mémoire retenant les données d'entrée et de sortie. Mais ce qui était capital dans l'évolution des ordinateurs, l'ordinateur allait retenir la programmation à l'intérieur de la mémoire. Les programmes internes donnaient aux ordinateurs leur pouvoir et leur souplesse de calcul. Pour les machines comme ENIAC, la programmation était fixe, ce qui ne permettait pas à l'ensemble de subir des adaptations. L'idée de mettre en place des programmes internes était le dernier point de développement du vrai ordinateur. Mais la question de savoir si c'était vraiment l'idée de von Neumann a fait l'objet de débats animés. Ecker et Mauchlet prétendaient que les programmes internes formulés étaient une partie naturelle de leur travail pour créer ENIAC. Cependant, ils n'ont pas pu incorporer l'idée dans la machine. Mais beaucoup de ceux qui ont lu l'article ont pensé que c'était le génie du grand von Neumann. C'était le mathématicien le plus renommé du monde. Ecker et Mauchlet, de leur côté, n'étaient pas très connus. Ecker était un jeune homme qui venait de finir ses études. Mauchlet était professeur dans une université sans grand prestige. Il n'avait pas de réputation internationale. Ecker et Mauchlet n'avaient pas été inclus comme faisant partie dans l'article de von Neumann. Ils se sont sentis trahis. L'effet le plus important de l'article de von Neumann a été de motiver le développement de l'informatique. Ecker et Mauchlet ont ouvert des bureaux à Philadelphie. Ils ont engagé du personnel et ont fondé leur propre compagnie informatique pour construire un ordinateur commercial, l'Univac. Ils ont signé un contrat, construire l'Univac pour le bureau de recensement, et se sont mis au travail. Malheureusement, l'Univac représentait un projet énorme. Ils ont rencontré des difficultés techniques aussi bien que financières. Leur entreprise a dû requérir l'aide de compagnies plus grandes. Ils se sont finalement associés à Remington Rand, un fabricant de machines à écrire. En mars 1951, après 6 ans de travail acharné, ils ont finalement livré le premier Univac au bureau de recensement. Contrairement à ENIAC, l'Univac était un système informatique complet destiné au commerce. On pouvait programmer l'Univac pour une variété de traitements des données. Il comportait des lecteurs compacts, retenait l'information et les résultats étaient imprimés automatiquement. Mais même avec l'aide de Remington Rand, les ventes restèrent en petit nombre. Très peu de gens comprenaient l'utilité de l'ordinateur. Cette perception a changé de manière radicale, un soir de l'année 1952. Grâce à un coup de génie publicitaire, Remington Rand a demandé à CBS de lui permettre de faire une démonstration de l'Univac un soir d'élection. Cette démonstration permettrait de prévoir les résultats de la concurrence des 2 candidats, Eisenhower et Stevenson.
Les centres de sondage de l'opinion publique disaient que la compétition était trop